au sein du laboratoire de recherche sur les publics de la culture à l'UQTR. Donc, Hervé Guay, co-directeur avec moi, Marie-Claude Larouche, sommes très heureux de vous accueillir et d'avoir vu que vous avez accepté de vous prêter au jeu de ce Midi Recherche, qui est une formule rapide pour prendre connaissance des travaux de chercheurs qui font partie du laboratoire dans la perspective de multiplier les collaborations autour que nous pouvons avoir entre nous et d'élargir le cercle des gens intéressés à ces travaux sur les publics de la culture. Aux commandes, donc aussi avec nous, il y aura Camille Saint-Georges qui est notre coordonnatrice au labo, avec qui on va se passer les manettes pour bien vous accueillir ici et faire la rencontre. Donc, nous allons accueillir, vous avez donc le plan de match pour aujourd'hui, 3 présentations. La première de Sarah Bélanger-Martel du musée ambulant, qui va s'intéresser à la médiation virtuelle de pratiques numériques en art actuel avec des adolescents en confinement, se posant la question de quelle rencontre possible. Ensuite, Virginie Soulier de l'Université de Perpignan et Marianne Fraissinet, ingénieure de recherche au CRESEM, vont aborder la question d'une recherche-action en éducation muséale numérique. Et ensuite, Jean-Marie Lafortune de l'Université du Québec à Montréal, médiation culturelle et civilisation numérique, l'avenir d'une illusion, propos critiques en fin de rencontre pour dynamiser les échanges. Alors, la règle du jeu, c'est 10 minutes par présentateur suivi d'un 5 minutes d'interaction. Et pour revenir en grand groupe, comme on le dit lorsqu'on a des grandes salles, tout le monde ensemble va pouvoir rediscuter de ce qui aurait été proposé et on invite les gens à utiliser la zone clavardage pour faire part de leurs remarques, questions, commentaires en cours de présentation sur lesquels on pourra aussi rebondir lors de la période des discussions. Donc, je vais proposer à Sarah de s'avancer près du micro, d'ouvrir son micro. Sarah Bélanger-Martel, que je vous présente à l'instant. Donc, Sarah Bélanger-Martel du musée ambulant, comme nous le disait, a les 2 pieds dans la pratique. Et elle a multiples chapeaux, Sarah, et elle est aussi étudiante finissante en sciences d'éducation sur des questions qui seront apparentées à celles qu'elle va présenter aujourd'hui, et étudiante chercheuse en voie de commencer le doctorat aussi. Donc, très grand plaisir, Sarah, de t'accueillir avec nous aujourd'hui pour que tu nous exposes les récentes réflexions du côté du musée ambulant. Et j'arrête le partage d'écran pour te permettre de prendre à nouveau. Oui, ben bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. Je me sens très, très, très honorée d'être à la même table que celles et ceux qui vont parler après moi. C'est un petit peu stressant de commencer comme ça. Moi, je prends aujourd'hui mon chapeau vraiment de directrice de la médiation, de médiatrice au musée ambulant. Peut-être en introduction, j'aimerais juste présenter un peu ce qu'on fait, nous, au musée ambulant. On est un jeune organisme. On existe depuis 2017 et on est vraiment comme un petit musée. On a une collection d'œuvres. On est rendu à 23 œuvres à l'heure actuelle. On est nomade. On se promène un peu partout à travers le Québec pour présenter des expositions itinérantes qui vont se promener, mais surtout, en fait, c'est un projet de médiation, le musée ambulant. Donc, c'est un projet qui s'articule sur l'idée de créer, favoriser, susciter des rencontres entre des vraies œuvres d'art d'artistes professionnels en art visuel et différents publics. Donc, on se promène dans les écoles, dans les CHSLD, dans les garderies, dans les camps de jour, les parcs et tout ça. Donc, on a toutes sortes de différents publics vers lesquels on va. Et on a dans notre rapport à la médiation, c'est quelque chose que je voulais tout de suite placer parce que je pense que c'est des réflexions qui vont ressortir un petit peu plus tard aussi dans les autres échanges qu'on va avoir. Mais dans notre rapport à la médiation, nous, on l'envisage comme une façon de vraiment donner accès aux œuvres. C'est dans une logique d'accessibilité. On pense que oui, l'accessibilité géographique, d'où notre caractère nomade, mais la médiation, pour nous, le travail qu'on fait qui passe beaucoup par l'humain, qui passe par le dialogue autour des œuvres, pour nous, c'est une façon de donner accès, en fait, de faire tomber des barrières un peu plus invisibles entre des œuvres d'art puis le public. Puis on se perçoit vraiment dans une logique, non pas de transmission d'un discours sur l'œuvre, par exemple, ou du discours de l'artiste, ou en intermédiaire, mais on se positionne vraiment comme dans une logique de co-construction avec le public, de production de ces rencontres-là entre des œuvres et les gens qui vont pouvoir vivre une expérience avec ces œuvres-là.
Donc, notre activité, nous, elle est très vivante, elle est très humaine, elle s'incarne vraiment à travers notre travail de médiation. Et ça pose, en fait, le projet dont je vais vous parler très rapidement, je vais faire vraiment un survol très rapide, mais c'est une expérimentation qu'on a menée au printemps dernier, au mois d'avril, en fait, 2020, oui, déjà encore en 2020, en pleine, en fait, en pleine crise, le début de crise de la COVID-19, où on a décidé de mettre en place un peu c'était un projet pilote qui se déroulait sur 4 semaines, où on avait 4 ateliers différents qui étaient proposés à des ados qui étaient alors en confinement à la maison. À cette époque-là, il y avait pas il y avait un flottement un peu autour aussi de la place de l'école. Tout le monde était en confinement. Il n'y avait pas beaucoup d'offres culturelles aussi. Nous, on avait eu une urgence de réagir. Donc, on a monté ce projet-là qui était vraiment qui avait pour but d'amener des jeunes, des petits groupes de jeunes, de 5 à 6 jeunes, de 11 à 18 ans, qui se rejoignaient pendant 1 heure par visioconférence. Donc, on utilisait vraiment la plateforme de visioconférence. Cette fois-là, on a utilisé les Meets, Google Meets. C'est à travers cette plateforme-là où on a amené les jeunes à découvrir certaines pratiques, certaines œuvres en art numérique, en art actuel numérique du Québec. Puis, on a essayé de tenter, en fait, de créer ces rencontres-là qu'on créait en vivant, en fait. On expérimentait avec ce médium-là, avec la présence virtuelle. Est-ce que ces espaces-là nous permettent de créer des rencontres? Donc, on a eu ce premier pilote-là, puis je suis contente d'être ici. Aujourd'hui, on est en plein 2e pilote actuellement au mois de novembre-décembre. Donc, on est en train de faire d'autres expérimentations suite à celle qui s'est passée au printemps passé. Donc, on a beaucoup appris de cette expérience-là, mais elle a été assez riche pour nous donner le goût de faire un 2e pilote, ce qu'on est en train de faire actuellement. Puis, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter ça, mais je vais quand même, juste pour vous donner un aperçu un peu de ce qu'on faisait concrètement, je vais partager mon écran. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez actuellement, dites-moi donc si vous voyez le site web. Oui, parfait, ça fonctionne bien. Alors, en fait, ce qu'on a fait, on a présenté différentes œuvres. Il y avait 1 ou 2 pratiques ou 3 pratiques qui étaient présentées à chaque atelier avec le petit groupe. Et puis, c'était vraiment des ateliers qui étaient 100% facultatifs. Les jeunes s'étaient inscrits eux-mêmes. C'est eux qui décidaient s'ils revenaient, oui ou non. Et je vous présente une des séances, juste pour vous montrer un peu le cheminement qu'on faisait avec eux. Dans une des séances, on a abordé une œuvre, on a écouté une vidéo de l'artiste Caroline Monette, une vidéo où elle avait eu comme offre d'aller jouer un peu dans les coffres de l'ONF, de retrouver des archives. C'est une vidéo, une œuvre que je vous invite à aller découvrir sur le site de l'ONF. L'œuvre s'appelle Mobiliser. Donc, c'est une vidéo où il y a vraiment un échantillonnage, une réinterprétation là, des archives qui est très, très, très intéressante, qu'on a eu des belles discussions parce qu'encore une fois, l'idée, c'était de rentrer dans les œuvres puis d'amener les jeunes entre eux à discuter des enjeux, oui, esthétiques, mais aussi des enjeux socio-politiques qui émergent, qui sont évoqués par ces œuvres-là. Donc, on avait présenté cette vidéo de Caroline et on avait aussi présenté 2 autres pratiques, dont une qui est une œuvre de notre collection, en fait, un GIF animé de Diane Obomsawin, qui est une artiste basée à Montréal aussi, qui, dans cette œuvre-là, qui s'appelle Titi Star Trek, le titre de l'œuvre, il y a encore une fois cette idée de collage, de réappropriation d'autres œuvres. Par exemple, elle s'est inspirée d'une œuvre, je ne sais pas si je vais bien arriver à la montrer, une œuvre en peinture là, de la fin du 19e. Et elle y a ajouté même des GIFs qu'elle a elle-même glanés là, ailleurs sur le web. Donc, elle a vraiment utilisé différentes images. Et ça nous a permis, en fait, avec les jeunes, d'aborder toutes sortes de notions autour de la question de l'autorat, qui est l'auteur de cette œuvre-là, comment on a accès aux images, est-ce qu'on peut réinterpréter les images, créer un nouveau discours à partir de ces images-là. Les jeunes étaient très, très intéressés par ces questions-là. C'est des questions qui sont aussi dans d'autres domaines des arts en musique, par exemple. Il y a beaucoup de pratiques musicales qui s'inspirent un peu de cette même, ou qui sont dans les mêmes enjeux. Donc, on a eu des discussions assez riches avec les jeunes, en fait, et à la fin de chacune des séances de médiation,
L'idée, c'était de les lancer sur une piste de création pour que, avec un outil très, très simple, nous, on a choisi un outil, une application web qui s'appelle Photo Scissors pour faire, en fait, du collage numérique très, très simple. On les a lancés sur le site de BANQ Numérique en leur disant, allez chercher dans des archives, inspirez-vous d'autres images que vous trouvez et proposez-nous un petit collage numérique. Donc, les jeunes participants, la plupart ont fait l'activité dans la semaine entre nos 2 séances. Puis très rapidement, je vais vous montrer peut-être quelques-unes des réalisations qui ont été faites par les jeunes durant cette semaine-là. Donc, par exemple, ici, il y avait Ariane qui a pris la photo de la tête de son chien. Arthur, ici, qui s'est inspiré des événements en cours, qui a fait du collage avec la figure de Horacio Arruda. Il y a des enfants, des jeunes, pardon, qui sont allés vraiment plus explorer avec des images de l'histoire de l'art. Donc, il y a vraiment toutes sortes de créations différentes. Ils sont partis chacun. Puis nous, on les accompagnait aussi à travers la semaine. On avait une plateforme, on utilisait la plateforme Edmodo pour les soutenir aussi avec des petits problèmes techniques ou il y avait des échanges qui se poursuivaient aussi durant la semaine. Donc, cette série-là nous a permis de conclure, et là, je sais qu'il me reste 1 minute, Marie-Claude, j'ai mon œil sur le, le chronomètre, mais ça nous a permis de conclure, en fait, au bout de cette série-là, qu'il y avait bel et bien quelque chose de riche qui était possible dans cette rencontre-là à plusieurs à l'intérieur du cadre très, très, très contraignant parfois des outils de visioconférence. Il y avait des stratégies qui étaient définitivement à développer parce qu'on n'avait aucun contrôle sur à la fois les équipements technologiques et l'environnement très, très particulier aussi du confinement familial avec tous les défis que ça imposait aussi. La plupart des jeunes faisaient les rencontres sur leur téléphone, dans le fond du sous-sol. Donc, c'était aussi des enjeux technologiques assez importants qui ne favorisaient pas nécessairement une rencontre optimale, mais elle a été suffisamment riche. Puis pour nous, ça a été intéressant de voir comment on pouvait adapter notre stratégie, la peaufiner, puis en fait, de voir s'il n'y avait pas nécessairement, il y a des rencontres possibles certainement entre nous. Il y avait des dialogues possibles. Il y avait des rencontres qui étaient aussi améliorées avec les œuvres, c'est-à-dire d'avoir des œuvres qui se vivent bien, peut-être sur différents outils, différentes plateformes de façon très optimale. Donc, ça aussi, il y avait des choses à améliorer de ce côté-là. Mais ultimement, on a trouvé qu'à travers la création, en leur offrant des outils, de pouvoir s'approprier des outils très facilement de création numérique, avec quelque chose là de très, très riche et des rencontres avec la création étaient possibles aussi à travers ces échanges-là. Donc, tout ça a mené à d'autres séries d'expérimentations qui sont en cours actuellement et dont je vais pouvoir vous parler si vous avez des questions à ce sujet-là. Mais là, je termine ici et j'ouvre le plancher. Oh, Marc-Claude, on n'entend pas. Si tu veux ouvrir ton micro. Merci, extraordinaire, exactement 10 minutes. Merci beaucoup, Sarah. Désolée pour l'aspect que ça coince un peu d'avoir ce timing-là, cette contrainte horaire-là. Un projet fort intéressant sur lequel on va appeler remarques, questions, commentaires pouvant venir du chat ou si vous voulez ouvrir vos micros, utiliser l'icône l'icône bleue du côté des participants pour signaler votre désir d'intervenir. On y va. Bien, d'une première question que j'aurais, Sarah. Vous êtes vraiment dans la perspective de faire vivre aux jeunes la culture du remix, si je comprends bien, dans un contexte où tout ça se passe à distance et dans la perspective de faire cette médiation. Donc, comment se déroule, puisqu'on est vraiment sur le plan pratique, comment se déroulent les interactions avec les jeunes? Est-ce que c'est en temps réel, en temps continu, que vous organisez cet espace de création durant la tenue d'un Zoom et que vous venez en aide aux élèves, aux jeunes, pour développer leur capacité expressive, ou ça se fait en dehors de la contrainte de l'environnement Zoom? En fait, on utilisait beaucoup les séances hebdomadaires qui étaient 45 minutes, 1 heure environ là, de rencontres en Zoom pour davantage aller vers la découverte puis l'échange autour de certaines. À chaque fois, on avait une pratique ou une œuvre qui était visée. Donc, on allait vraiment plus explorer en profondeur une œuvre. On en parlait ensemble. Puis l'aspect de création, l'outil proposé, en fait, à chaque semaine, à la fin de chacune de ces séances-là,
lui était en lien avec une des œuvres ou une des pratiques qu'on venait de voir. Donc, l'idée, c'était de prolonger un peu la découverte de cette pratique-là ou de cette œuvre-là par le biais de la création. Et à partir de ce moment-là, quand on se laissait après le Zoom, là, les jeunes allaient eux-mêmes explorer. Et on avait cette plateforme Edmodo qui était en fait une espèce de forum où les jeunes sont venus placer leurs réalisations, pouvaient commenter en dessous de celles des autres, les aimer, s'encourager entre eux ou placer des questions techniques. J'arrive pas à télécharger mon image, par exemple. Donc, nous, on était à ce moment-là, on répondait en mode forum, donc pas toujours en instantané, mais définitivement à tous les jours. Puis ça a permis comme une continuité dans nos échanges aussi. Puis il y a des choses qui se sont passées sur le forum qui étaient très intéressantes. Les jeunes entre eux se sont beaucoup aidés. On peut partager d'autres outils, par exemple. Ils nous ont dit, ben moi, j'ai préféré utiliser telle autre application qui fonctionne très bien sur mon téléphone. Ah, moi aussi, je l'ai essayé. Alors là, il y avait des échanges qui se poursuivaient aussi à travers ça. Et au moment de reprendre, quand on se revoyait la semaine suivante, parce que c'était aussi des groupes qui se suivaient, donc il y avait des espèces de petites communautés qui commençaient à se construire. C'est des jeunes des quatre coins du Québec, là, des jeunes qui ne sont jamais vus en vrai, de Portneuf, Montréal, Côte-du-Sud. Donc, il y avait aussi, au moment de se retrouver, là, on regardait ensemble ce qui avait été créé la semaine dernière, puis ça nous permettait aussi de garder un peu un filon, un fil à travers toutes ces expérimentations-là. Merci pour les détails. Je continue à offrir la possibilité aux gens de pouvoir réagir, interagir avec Sarah. Ce que Sarah expose fait l'objet d'un article, comme le rappelle Hervé, apparaître dans la revue Digital Studies ou le champ numérique, une revue scientifique aussi ouverte aux professionnels, révisée par les pairs d'accès libre, open access et gratuit. Oui, alors Virginie Soulier, on te passe la parole, Virginie. Rebonjour à nouveau. Merci Sarah. En fait, une question pratique. Comment vous êtes rentré en contact avec ces jeunes? Comment vous les avez contactés? Comment vous avez formé ces groupes? Voilà, enfin, comment ils ont été au courant finalement de toute cette offre culturelle que vous étiez en train de mettre en place? On avait, nous, au 15 mars, en fait, au 13 mars, on avait planifié de faire une sortie dans 7 écoles secondaires de différentes régions du Québec au courant du printemps. Évidemment, tout ça est tombé à l'eau en quelques heures, mais on avait des super bons contacts avec les enseignantes, les enseignants qui devaient nous accueillir. Donc, on a relayé l'information à ces enseignants-là. Qui l'ont partagé certains l'ont partagé à leurs étudiants. Puis, on a aussi mis une petite annonce sur notre page Facebook. On avait décidé d'avoir seulement 25 places environ pour ce pilote-là. Et ça nous a pris, je crois, 24-48 heures avant que toutes les places soient comblées. Donc, il y avait les parents qui voyaient ça passer sur notre réseau, ont envoyé ça à leurs enfants. Et ce sont les jeunes eux-mêmes qui se sont inscrits. On a communiqué avec chacun d'eux aussi là, individuellement pour faire des tests techniques aussi, voir après ça envoyer l'autorisation aux parents, etc. Mais ça a été un espèce de recrutement naturel par notre réseau déjà existant. Merci pour l'intervention. On achève à peu près le temps imparti. Peut-être simplement dire que dans ton article, tu poses aussi à la toute fin la question du contexte lié à la pandémie et peut-être un danger que tu entrevois que sur le plan numérique, on se concentre sur le développement d'une offre culturelle au détriment de cette relation-là à établir avec les différents publics qui, elles, se feraient dans différentes visées, que ce soit développer les capacités expressives du public ou une meilleure appropriation de ce qui est présenté. Voilà. Alors, nous y sommes. Merci infiniment, Sarah Bélanger-Martel. Alors, nous allons maintenant passer à nos prochaines invités. Et je vous les présente à l'instant en partageant mon écran. Donc, il s'agit de... Oups, j'espère que vous allez bien voir. Je crois que je me suis trompée dans mes pinceaux pour partager l'écran. Je repars ici et là. Ah, OK. Problème de partage. Est-ce que vous voyez nos prochaines conférencières? Oui, on voit tout. Super, OK. Alors, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Soulier de l'Université de Perpignan. Virginie Soulier qui est formée chercheur en muséologie, qui a été formée
à l'UQAM, au groupe de recherche en éducation et musée, le GREM. Donc, il continue sur cette lancée en éducation muséale. Et aussi, nous accueillons Marianne Frésinet, ingénieure de recherche donc au CRESEM, Marianne, elle, est docteur en histoire de l'art, travaille avec Virginie depuis maintenant 2 ans en éducation muséale numérique. Et Marianne prenait soin de nous souligner qu'elle n'était ni issue des sciences de l'éducation, ni des sciences de la communication, ce qui ne l'empêche pas d'apporter une contribution à ces travaux qui nous vont nous être présentés. Recherche-action en éducation muséale numérique. J'arrête le partage d'écran pour leur passer la parole. Alors, bienvenue à nouveau parmi nous et je repars notre petit instrument de torture, notre compteur de 10 minutes. Alors, est-ce que c'est bon? Vous voyez le PowerPoint? Impeccable. Merci. Allez, c'est parti. Alors, merci beaucoup de cette invitation. Puis ça fait plaisir d'être un petit peu avec vous au Québec là, ce soir pour nous. Alors, on va vous présenter donc le projet en fait EduMedia. Ce contexte de ce projet EduMedia, notre démarche qui s'inscrit dans les principes de la recherche-action. Et Marianne va vous présenter les chantiers en cours, les résultats préalables. Et puis, dans la discussion, nous pourrons aborder peut-être les enjeux ou le concept du musée numérique que nous sommes donc en train de développer. Alors, ce projet EduMedia, en fait, est financé par la région Occitanie dans le cadre d'un programme intitulé Prématuration qui vise à soutenir les chercheurs dans le transfert de leurs résultats de recherche vers l'industrie et surtout vers la création de start-up. Et donc, il s'inscrit dans les secteurs du patrimoine, de l'éducation et du numérique. Ce projet est mené au sein de l'Axe Patrimoine, donc du CRESEM de l'Université de Perpignan. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire, donc en sciences de l'information et de la communication, en histoire de l'art, mais également avec des collègues en civilisation. Et nous travaillons avec une équipe technique aussi composée de graphistes et d'informaticiens. Donc, le but, c'est vraiment de répondre à des besoins à la fois dans l'enseignement supérieur, notamment au niveau des disciplines de l'histoire de l'art ou des civilisations, mais aussi plutôt au milieu scolaire, secondaire, en éducation à l'image, et également de participer aussi à la valorisation du patrimoine, notamment local. Donc, ce projet est né il y a presque 2 ans, quand nous avons soumis finalement ce projet à la région. Donc, il est né de constats exploratoires. Le ministère de l'Éducation nationale était en train de repenser l'épreuve nationale du baccalauréat. Et donc, on se rendait compte, en fait, dans la nouvelle réforme, l'enseignement à l'image et aux médias, même si c'était annoncé comme une priorité, finalement, se retrouvait très loin des spécialités du nouveau bac, mais également qu'il y avait 2 dispositifs beaucoup plus anciens qui posent de nombreux problèmes, à savoir l'éducation aux médias et l'information et l'éducation artistique et culturelle, parce que ce sont des enseignements transversaux qui reposent sur l'ensemble d'une équipe pédagogique où les enseignants sont finalement peu formés, peu de ressources et disent clairement qu'ils ont peu de temps. Également, nous, en contexte universitaire, on se retrouve avec des étudiants, nos primo-arrivants, qui ont peu de, si on veut, des connaissances en littératie visuelle, donc toutes ces capacités à comprendre et à analyser des images. Et également, dans le contexte plutôt muséal, on se rend compte depuis plus de 20 ans maintenant et qu'il y a d'énormes efforts faits au niveau de la médiation numérique, mais qu'il y a encore beaucoup de dispositifs qu'on peut enrichir et on le voit surtout en ce moment depuis le premier confinement avec tous les efforts qui sont mis en place, mais on se rend compte finalement qu'il y a des dispositifs qui sont davantage à arrimer aux besoins du milieu scolaire et universitaire. Donc pour cela, on propose finalement de concevoir le prototype d'un musée numérique pour valoriser ce patrimoine visuel et former ce jeune public à l'analyse et aux commentaires de l'image. Et donc, cette recherche, en fait, suit les principes de la logique inductive d'une recherche-action qui consiste à la fois à améliorer des pratiques de médiation et d'éducation patrimoniale, mais aussi de produire de nouvelles connaissances en muséologie. Et donc, pour cela, on travaille en étroite collaboration avec des médiateurs, avec des enseignants et
et on a notamment mis en place donc des partenariats avec 3 équipements patrimoniaux ici sur Perpignan, Musée Rigaud, Centre international de photojournalisme, Cinémathèque, ce qui nous permet à la fois d'avoir un travail sur l'image artistique, l'image fixe ou l'image animée. Et donc, on est sur un devis de recherche assez flexible puisqu'on est sur cet aller-retour entre le terrain et la théorie. Et donc, je laisse Marianne présenter les chantiers en cours. Donc oui, la recherche dans laquelle s'inscrit notre projet comprend 3 chantiers qui consistent d'une part en la recension des écrits scientifiques. Alors cette recension comprend à ce jour une bibliographie générale de plus de 280 références, parmi lesquelles on a réuni 50 références clés et récentes qui, elles, sont réunies sous la forme d'une bibliographie commentée et donc nous donnent un état de la recherche sur les pratiques de médiation numérique muséale. À cela s'ajoute également un inventaire des dispositifs en ligne, des dispositifs qui sont déployés en contexte patrimonial et aussi scolaire. Donc là, à ce jour, on a 50 plateformes françaises et internationales qui sont analysées. Et puis, dans le cadre d'une démarche participative, comme le disait Virginie, on a également entamé une série d'entretiens individuels qui ont été menés auprès d'enseignants et de médiateurs ou d'intervenants culturels. 19 entretiens ont été réalisés et ils nous permettent de rendre compte des besoins et des attentes de ces acteurs, mais aussi de disposer ici d'interlocuteurs ressources sur lesquels on va s'appuyer. Donc, conformément au principe de la recherche-action, ces 3 champs croisés opèrent des allers-retours constants entre la recherche et les pratiques professionnelles. Du point de vue des résultats qu'on peut un petit peu détailler, pour ce qui est de la revue de littérature scientifique, elle nous apporte plusieurs renseignements. D'une part, des apports théoriques, bien sûr, autour de notions qu'on peut nuancer entre, par exemple, le cybermusée, musée numérique, musée virtuel. Elle nous apporte également les objectifs et les caractéristiques de l'éducation muséale et de ce qu'est un site éducatif. Donc ça, on s'appuie notamment sur les travaux du GREM. Et puis, bien sûr, toute une série de définitions de notions clés propres à la web muséologie. Également, elle nous apporte ces lectures une série de typologies et de caractéristiques propres à la web muséologie, des stratégies là aussi de web médiation, une médiation inclusive, médiation extensive, et puis une typologie aussi sur laquelle on s'est pas mal appuyé et qu'il faudra peut-être davantage affiner encore, qui est celle des activités en ligne et qui nous a permis de distinguer des jeux créatifs, des casse-têtes interactifs, des quiz, etc. Également, grâce à toutes ces lectures, on a pu collecter aussi toute une série de solutions opérationnelles, grâce notamment à des retours d'expérience, d'études de cas, et puis aussi grâce aussi aux évaluations muséales. Et donc, ces solutions opérationnelles nous fournissent de véritables orientations concrètes, mais aussi des points de vigilance, voire des méthodes de conception d'outils ou des méthodes d'évaluation de ces outils. Donc, avec cette revue de la littérature, nos résultats se complètent également par la recension de l'offre numérique en ligne qui, elle, nous a permis de dresser un portrait de l'offre numérique autour de 4 grandes typologies. La première typologie d'offre qu'on a pu faire émerger, c'est une offre ressources unidirectionnelle avec une documentation enrichie, essentiellement textuelle et qui donc cible essentiellement l'enseignant et non pas l'apprenant. On a un deuxième type d'offre qui, elle, est une offre qui suscite une exploitation active par l'usager, avec cette fois-ci des contenus interactifs, mais dont les procédés et les principes sont souvent répétitifs, aussi bien les principes même d'apprentissage que les procédés ergonomiques. Donc là, cette offre cible l'enseignant, mais aussi l'apprenant.
Et un troisième type d'offre consiste en des plateformes exogènes. Alors, ces plateformes-là, elles sont propres véritablement à la web muséologie, pas aux plateformes issues du contexte scolaire. Il s'agit de plateformes développées de manière externe au site officiel des musées et qui adoptent une logique ludo-éducative de découverte des collections. Elles ciblent un jeune public, voire même un très jeune public, et donc potentiellement une utilisation en famille. Et enfin, la quatrième type d'offres qu'on a pu faire émerger sont des offres qui s'emparent véritablement des innovations patrimoniales avec l'utilisation de technologies innovantes et immersives comme la 3D, le gigapixel, tous les principes de réalité augmentée. Elles n'ont, cela dit, ces innovations patrimoniales, pas d'inscription dans une activité pédagogique à proprement parler. Autrement dit, elles engagent les usagers, elles sont attractives pour le grand public, mais elles ne sont pas déployées autour de véritables activités d'apprentissage. Donc, voilà pour l'ensemble de ces offres. Et si on les ramène avec qu'on les croise tout ensemble et qu'on les ramène aussi avec les entretiens qu'on a pu récolter, on se rend compte que pour la conception de notre futur musée numérique éducatif, on a plusieurs défis qui se posent. Le fait de rassembler différents types d'images, le fait aussi de proposer des méthodes et des outils d'analyse précis, et puis surtout de proposer des activités pédagogiques variées qui s'appuient sur des contenus variés et donc en mettant les technologies innovantes au service d'une construction de sens et aussi en proposant des activités de manipulation et de création en ligne. Marianne, c'est formidable. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à Marianne. Merci à Virginie encore d'avoir réussi le défi 10 minutes. Alors, remarques, questions, commentaires pour nos conférencières donc d'outre-mer, mais toutes réunies virtuellement. Projet ambitieux. Si j'ai bien entendu, recension de l'offre, presque à caractère exhaustif. Non, quand même pas. Mais projet ambitieux d'aller voir l'ensemble des plateformes disponibles. On pourrait vous demander sur la base de quels critères vous avez sélectionné les plateformes auxquelles vous vous intéresseriez. Parce qu'il y a une immensité de plateformes et sur le plan disciplinaire, on est dans une éducation à l'image. Alors, est-ce qu'on est dans une image qui, elle, est inscrite dans un certain contexte historique ou une image produite dans un contexte journalistique? Ça fait une dimension extrêmement grande. Le territoire sur lequel recenser ces plateformes m'apparaît extrêmement grand. Je serais intéressée de savoir les paramètres qui ont délimité votre première recension dans le but d'offrir cette catégorisation. Soit qu'on avait une offre unidirectionnelle, une exploration, une plateforme exogène, des innovations patrimoniales. Alors, quels ont été les marqueurs pour délimiter le champ auquel s'intéresser? Parce que, voilà. Vous, on vous écoute. Vas-y, Marianne. Comme on partait quand même de cette pratique de recherche-action et inductive, on est quand même pas mal, on s'est inspiré au départ déjà des retours d'entretien qu'on a pu avoir et donc des plateformes qui étaient mentionnées par les acteurs et qui étaient utilisées par les acteurs. Donc ça a été notre point de départ. Ensuite, il s'agissait quand même aussi d'aller voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Et alors là, on a utilisé justement les lectures et notre veille scientifique pour aller puiser dans des exemples de musées et de projets qui se disaient ou qui se voulaient sinon innovants, en tout cas qui étaient inscrits dans nos champs de recherche. Et donc, c'est aussi en cela qu'on a aussi inclus des sites des fois un petit peu plus éloignés de ce que utilisaient directement nos acteurs, mais qui nous donnaient comme ça une vision d'ensemble. Et puis, on a aussi, pour les innovations patrimoniales, pris en compte
les sites de grands musées, alors français au départ, parce que notre terrain est quand même, pour le moment, français et destiné au public scolaire de notre pays, mais aussi international, en allant voir les sites de grands musées, parce que c'est aussi là que les moyens financiers sont présents et que les innovations du coup technologiques aussi se font. Donc, c'était aussi pour avoir là ce panel un peu général. Voilà. Merci beaucoup pour la précision. Donc, un travail très ambitieux qui va se concrétiser par la réalisation d'une plateforme par la suite. Donc, on peut penser qu'il y a des moyens derrière la recherche qui vont vous permettre de développer. Est-ce que vous en toucheriez quelques mots? Vous voulez avoir quelques idées là, sur ce que vous aimeriez pouvoir mettre en place? Oui. Donc là, je viens juste d'envoyer le lien aussi de la publication dans Patrimoine du Sud. Et donc, on a les résultats publiés finalement de tout cet inventaire que Marianne vous a envoyé. Alors, au niveau de la conception de ce musée numérique, ici, on est en train de développer donc, ce concept de musée numérique et à partir donc, des résultats des entretiens et donc des besoins dans le milieu scolaire, puisque là, on est surtout finalement, on a visé un public lycéen, 17-18 ans, et donc qui allait passer le bac, justement. Et donc là, pour le moment, on est passé sur 3 pôles. Premièrement, amener ces élèves à découvrir ces images, donc voir, explorer, observer. Comment documenter l'image. Et donc, on est sur ce premier pôle plutôt de l'analyse avec tout cet apprentissage de la méthode du commentaire, d'analyse de l'image. Ensuite, un deuxième pôle, c'est comment penser et surtout se créer une culture générale, visuelle, et donc de mettre en relation aussi ces images avec d'autres expressions artistiques qui peuvent être aussi musicales, par exemple. Et ensuite, un troisième pôle où on amène finalement les élèves aussi à créer eux-mêmes. Donc, on rejoint un petit peu aussi la présentation précédente. Et donc, ce concept de musée numérique et donc cette démarche pédagogique est autour de ces 3 pôles. Et du coup, là, on est en train de, le premier pôle, amener les élèves finalement à décrire, enquêter, interpréter ces images. Et du coup, là, dans cette plateforme du musée numérique, on va avoir un catalogue d'images avec donc les légendes, voilà, tel qu'on connaît finalement un catalogue traditionnel d'un musée, mais aussi des lexiques, des grilles de questions pour guider finalement les apprenants à rédiger par eux-mêmes un commentaire. Et puis, ensuite, la critique de l'image, bon voilà, on est un peu sur l'image, le musée imaginaire en fait. Bon, je suis désolée d'arriver comme un cheval dans la soupe pour interrompre cette présentation qui avait les 2 autres pôles à nous présenter. C'est fort intéressant, fort ambitieux, recherche d'envergure sur laquelle vous avez déjà commencé à publier, donc on va suivre ça. Merci vraiment beaucoup Virginie et Marianne. On rebondira peut-être sur votre présentation aussi à la toute fin, mais c'est le temps d'accueillir notre 3e conférencier. Et je vais partager à nouveau mon écran pour vous le présenter. Espérons que tout va bien. Donc, nous accueillons maintenant au laboratoire, donc le membre aussi du laboratoire, Jean-Marie Lafortune de l'Université du Québec à Montréal. Jean-Marie s'intéresse à la question de la médiation culturelle à différents niveaux, heuristiques, critiques en particulier, et il tente, je vais lui laisser le soin de définir les autres, comment ça se précise ses intérêts de recherche. Sa présentation s'intitule « Médiation culturelle et civilisation numérique, l'avenir d'une illusion », et j'arrête mon partage pour te souhaiter la bienvenue à nouveau, Jean-Marie. Le micro et l'écran sont à toi. Enchantée à nouveau de ton passage dans l'équipe pour venir nous présenter tes travaux. Merci Marie-Claude. Bonjour à tout le monde. Je partage d'emblée le PowerPoint. Effectivement, je m'intéresse au contexte général à l'intérieur duquel une philosophie ou une approche comme la médiation culturelle a pu advenir, ce qu'elle a
poussé de l'avant et confronté aux résultats atteints et éventuellement à l'épuisement. On parlait de l'essoufflement, Jean-Comte parlait de l'essoufflement de la démocratisation culturelle. On en est vraisemblablement à parler de l'essoufflement de la médiation culturelle comme paradigme et particulièrement dans le contexte, effectivement, de l'avènement de la civilisation numérique. Alors, tout ça part d'un constat, bien sûr, c'est que le corollaire, si on veut, de l'idéal humaniste où l'art outille la démocratie en développant la sensibilité, la subjectivité, l'opinion, la participation. Donc, le paradigme de la médiation culturelle, d'emblée fragilisé par ses racines juridiques ambiguës, je vais y revenir, semble condamné par la civilisation numérique, non pas les outils bien sûr, mais la civilisation numérique, dans laquelle l'art alimente les innovations techno-commerciales à titre d'outils de management ou fabrique du lien social, c'est-à-dire au fond, s'apparente à un travail social. J'en ai un peu pour preuve, je dirais, une trentaine d'appels pour colloques où le thème de l'art est toujours suivi du social, où effectivement, l'ensemble des pratiques, des activités artistiques semblent maintenant être socialisées, c'est-à-dire au service du vivre ensemble, et que par ailleurs, un ouvrage que je vous invite à lire de Fred Turner, par exemple, L'usage de l'art de Burning Man à Facebook, Art Technology Management, où est-ce qu'il nous fait part du fait que les idéaux des années 60 ont été retournés et que l'art comme outil de management procède en rendant floue la distinction entre privé et public, entre travail et activité de créativité, entre engagement personnel et rentabilité ou bénéfice de l'entreprise. Bref, on est là avec un déplacement important de l'art, de sa conception, de sa place dans la société. Et donc, puisqu'il était au fondement de la médiation culturelle, comme elle a été théorisée depuis une trentaine d'années, il y a tout lieu de penser qu'un art qui ne correspond plus à ce qui avait enraciné la pensée de la médiation culturelle menace effectivement ce paradigme. Alors, l'origine juridique ambiguë, c'est bien sûr d'avoir puisé à cette idée de médiation. On aurait pu faire, disons, l'économie de cette forme procédurale qui est reconnue comme étant plus formelle que la conciliation, qui, elle, en tout cas dans le droit québécois, est présentée donc comme non formelle. Mais quel que soit le thème retenu, ces deux modalités de résolution de conflits postulent d'une part l'indépendance, l'impartialité, la neutralité des intervenants versus, bien sûr, le parti pris des médiateurs, médiatrices culturelles. Ce qu'on entend généralement, il y a un fort engagement des gens qui se réclament de ce paradigme. L'enracinement dans le droit présente une fiction de l'égalité des parties, en laissant entendre qu'il faut reconnaître la liberté et la responsabilité des personnes médiées, alors que, bien sûr, les médiateurs et médiatrices culturelles ne partagent pas cette idée que toutes les parties dans la société sont égales. Il y a des phénomènes sociaux, d'inégalité, de marginalisation, etc., qui rompent cette inégalité ou cette égalité. Et enfin, l'autre élément que suggère la médiation et la conciliation, c'est celle d'une résolution plus ou moins définitive des tensions. Or, il y a tout lieu de penser que la médiation culturelle, telle que pratiquée dans ces lieux de prédilection, au musée, dans les bibliothèques ou ailleurs, ne parvient pas réellement à cette résolution des tensions, puisqu'elle ne fait office que d'un accompagnement très momentané, si on veut, des populations visées. Alors, la littérature fait souvent mention de cette difficulté avec le fait d'avoir retenu le concept de médiation, puisqu'il ne s'agit plus de s'interposer entre deux sujets. Je ne sais pas si vous avez déjà été saisi par le phénomène juridique lui-même de médiation, mais effectivement, ce sont deux sujets qui entrent en lien. Mais bien sûr, le paradigme, lui, suggère que c'est la rencontre entre des sujets et des objets, c'est-à-dire les œuvres, qui doit être privilégiée. Donc, on a là, je dirais, un enracinement notionnel relativement faible. Il y a des glissements qui en découlent.
d'une part, c'est la combinaison d'approches formelles et informelles dans les pratiques qui brouillent les statuts. Brouillent les statuts, un peu tout le monde, hein, brouillent les statuts des financeurs, des artistes, des publics, des intermédiaires et des médiateurs. Donc, ça pose problème, bien sûr. Ça rend compte du fait que le pouvoir culturel est faiblement assumé, donc souvent de manière très implicite, et ça conduit au fait que les trois pôles de la médiation, tels que je l'ai déjà fixé dans un ouvrage antérieur en 2017, l'interprétation tend à céder aux relations publiques, l'animation cède à l'obsession sécuritaire et l'éducation artistique cède à la formation qualifiante. Ce sont des choses qui sont particulièrement vraies au Québec, mais aussi avec peut-être des variations mineures également applicables à l'Europe francophone. Alors, ce qu'on constate depuis, au fond, même le début de l'intérêt ici au Québec envers la médiation culturelle, c'est que les médiateurs et médiatrices ne peuvent ni ne veulent réellement formaliser de procédure qui leur accorderait un statut précis en tant que tiers. Et on a, comme universitaire, on a longtemps, je dirais, éprouvé quelques malaises à l'idée qu'on ne pourrait même pas définir ce qu'est la médiation culturelle, de craindre, au fond, d'empêcher les praticiennes sur le terrain de pouvoir mobiliser la notion comme bon leur semble. Les idéaux compromis, alors je pense que c'est ce qui avait motivé l'engouement envers le paradigme et qu'aujourd'hui, on va y revenir puisqu'il n'y a plus lieu de penser que l'horizon d'attente est rompu. Alors, d'une part, c'est que les goûts culturels se diffusent de manière descendante jusqu'à relier, bien sûr, tous les membres de la communauté politique dans une élévation collective. C'est ce qu'il y avait derrière le projet de médiation, donc une démocratisation assez radicale. Or, les déterminants des pratiques culturelles, on le sait, demeurent les mêmes, grosso modo, le revenu, le diplôme, alors que les non-publics puisent à leur propre répertoire de pratiques. C'est sans doute une des grandes leçons qu'on peut tirer de la sociologie de la culture, des arts de la culture, à l'effet que cette idée des non-publics ne provient qu'uniquement des acteurs du secteur culturel. Mais dès lors qu'on pose un regard en tant qu'acteur social, comme sociologue que je suis, ou en communication, en muséologie également, j'estime que on tourne les coins ronds lorsque l'on regarde un peu, parfois avec condescendance, les gens qui ne répondent pas favorablement à notre offre, en pensant que leur vie culturelle est absolument pauvre, alors que les non-publics, les classes populaires, comme on les appelait autrefois, ont constitué et pratiquent leur propre activité culturelle et de loisirs. L'autre volet, c'est que l'intervention culturelle militante, qui soit proactive ou à l'écoute, peut parvenir ou pourrait parvenir à réduire les inégalités sociales, alors que les obstacles à la participation relèvent des conditions de travail et de vie. Donc, de quelque chose qui, bien sûr, échappe aux acteurs et actrices du champ culturel. Alors, la médiation culturelle, à la lumière de ces éléments, bien sûr, on pourrait en ajouter d'autres, mais déjà de ces quelques éléments, m'apparaît donc insoluble dans la civilisation numérique. Pourquoi? Parce qu'on doit admettre qu'une transformation des modalités de la mémoire, des échanges, reflétée par l'évolution des supports, des déplacements, des contextes de médiation. Sylvia Octom nous rappelle dans ses travaux assez récents quelle est la nouvelle normativité numérique, à savoir que cette culture se pratique seule, devant écran et au moment de son choix. Ça reconfigure entièrement le terrain qui avait été pensé par les instigateurs de la médiation culturelle. Ensuite, bien sûr, l'accélération de l'innovation prend de vitesse les organisations sociales. Donc, bientôt, bien sûr, plutôt que d'être, on pourrait dire, les gens qui baignent dans la culture depuis longtemps, qui peuvent accompagner les jeunes dans leur appropriation, c'est souvent les jeunes qui accompagnent les personnes plus âgées dans leur appropriation des outils numériques pour accéder, bien sûr, à la culture. Alors, il y a une espèce de renversement qui s'opère là et qui, en
embrasse, je dirais, l'ensemble des capacités des organisations de la société civile, si on veut, à accompagner les personnes qui étaient visées par l'action de médiation culturelle. Enfin, l'intervention culturelle glisse, et c'était bien sûr la chute de l'article qui a commandé un peu ce travail, qui était en première page du PowerPoint. Donc, l'intervention culturelle glisse dans ce contexte, avec les rattachements disciplinaires et les formes de régulation qui s'ensuivent, du domaine social, où il est né, où est né le concept de médiation culturelle, bien sûr, puis au droit, ici beaucoup accaparé par la sociologie, en France davantage par les sciences, information, communication, par l'éducation. Et ça glisse tout ça vers celui de l'économie, à savoir les études médiatiques, le marketing, les sciences économiques. Et laissant entendre, bien sûr, que la régulation qui était celle d'un travail de renforcement des populations marginalisées, souvent l'empowerment, le pouvoir d'agir accru des personnes avec lesquelles on travaillait dans une perspective, donc on pourrait dire sociale. Maintenant, c'est plutôt la capacité, par exemple, des individus, des ménages à pouvoir se procurer les outils dernier cri, à pouvoir jouir d'une connexion Internet à pleine vitesse, etc. Et donc, l'analyse maintenant qui est faite et qui, à mon sens, va se consacrer dans les prochaines années, c'est celle d'une étude essentiellement médiatico-économique du phénomène de médiatisation de la culture, alors que la médiation a recédé. Voilà. Si tu permets. Tu es arrivé avec le mot final, c'est parfait. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu des 10 minutes. Question, remarque, commentaire, donc s'adressant à Jean-Marie Lafortune, avant qu'on élargisse peut-être la réflexion à tous, toutes. Alors, on a ici un propos critique, corrosif, qui se dit nos idéaux ont été compromis. En médiation culturelle, un auteur, Jean-Marie, qui depuis des années se montre très critique à l'égard des visées de la médiation culturelle, des idéaux qu'elle fait vivre. Question, remarque, commentaire. Moi, j'irais, Jean-Marie. Il y a une vision très sombre. Excuse-moi, Marie-Claude, ça fait 2-3 fois que je lève la main, mais je pense que... Excuse-moi, je ne percevais pas ta main levée. Est-ce que c'était la petite main bleue ou autre chose? C'est une vraie main. C'est parce que je ne la voyais pas. Alors, la parole est à toi, Hervé. Jean-Marie, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'il problématise assez bien la difficulté de la médiation culturelle, à la fois étant donné ses origines juridiques, mais on sait très bien que si on changeait son nom, est-ce que ça changerait vraiment la pratique? Peut-être pas. D'où peut-être ma question, est-ce que ton propos va dans le sens d'une nécessité de réinvention ou plutôt d'une nécessité de mise à l'écart de ces pratiques? Alors, je dirais plutôt un que deux, encore que c'est sans doute incomplet. Je continue d'adhérer à cette vision, à cet horizon d'attente de la médiation culturelle, qui, par les moyens qu'elle s'est donnés, vise ce que un peu tout militant ou militante sociale essaie de faire advenir, c'est-à-dire au fond plus de justice, plus d'égalité, etc. La difficulté, c'est qu'effectivement, ça a été pensé strictement à l'intérieur du champ culturel. Alors moi, mon propos, c'est de dire qu'il faut quitter strictement le champ culturel, il faut, si on veut, comme force sociale travaillant à faire advenir un état de société là, plus sain, il faut se liguer avec d'autres forces sociales pour pouvoir y parvenir, parce que le constat est qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui participent finalement aux activités de médiation culturelle, même si on va en rechercher des dizaines, voire des centaines.
par ailleurs, le système, si on veut, économique, le néolibéralisme produit de la marginalité, produit de l'exclusion de masse, si on veut, à grand rythme. Et donc, cette idée qu'on répondrait convenablement par les outils de la culture aux forces de séparation, si on veut, de l'économie, à mon sens, on fait fausse route. Et ça donne lieu à je dirais, à la manifestation, si on veut, d'un certain sentimentalisme. Mais pour moi, il faut en sortir, puisque, effectivement, les enjeux sont trop grands pour se morfondre dans peut-être l'absence d'atteinte de nos objectifs et plutôt, effectivement, d'utiliser, on pourrait dire stratégiquement, d'autres moyens pour parvenir un peu aux mêmes fins. Mais là, le problème, c'est que ce qu'on appelait la culture, donc baignant dans l'humanisme, est en voie d'être réformée. Enfin, j'y travaille déjà et prochainement, j'aurai de la matière là-dessus, mais le post-humanisme qui s'en vient ne réserve pas à l'art et à la culture les mêmes prérogatives que dans l'humanisme. Et donc, c'est pour ça que la double inquiétude c'est trop circonscrit au champ culturel, il faut l'ouvrir. Mais maintenant, la civilisation numérique compromet même le travail au sein de ce secteur culturel, puisque les arts et la culture ne sont plus ce qu'on continue, nous, de penser qu'ils y sont, irrités peut-être du choc esthétique, etc. Mais aujourd'hui, la majorité des gens qui disent faire une pratique culturelle par les voies numériques font bien autre chose que ce qu'on pense que le processus de culture de soi émanant à l'humanisme, enfin au courant philosophique humaniste poursuit. Et on est effectivement dans une logique où la culture est plutôt affaire de choix de style de vie, de mode de consommation, où l'art, comme je le laissais entendre, devient soit un objet de créativité au sens d'innovation rentable, techno-commerciale, ou sinon un peu de béquille, à savoir d'un outil de travail social qui vise justement à essayer d'éviter la désaffiliation complète des gens qui sont largués par le système, avec un succès relatif. Mais donc, en donnant bien sûr un peu le feu vert à ce système pour aller plus loin, puisque les laissés-pour-compte seront notamment pris en charge par des médiateurs, médiatrices culturelles. Alors, ta question, c'est qu'il faut renforcer ce qui se faisait, mais aussi un peu le redéfinir, considérant qu'on n'est plus dans le contexte original où la médiation culturelle est apparue, fin des années 80, début 90, et qu'on a continué de travailler sur les mêmes bases, je dirais, théoriques, mais le contexte général s'est transformé. On a vu, par exemple, au Québec, la politique culturelle, malgré sa générosité, mobilise des fonds qui sont beaucoup moins que le plan numérique. Et donc, on voit là aussi déplacement, je dirais, des ressources publiques de ce qu'on appelait la médiation culturelle il y a encore peu de temps vers la médiatisation de la culture. Okay. C'est susceptible de confronter tous les gens qui ont adhéré à ce paradigme. D'accord. Merci beaucoup pour cette question coriace et cette longue réponse. Et nous avons Gilles Pronovo, que vous connaissez probablement bien, en études loisirs, culture, tourisme, fondé ça à l'UQTR. On vous écoute, Monsieur Pronovo. On vous invite à ouvrir votre caméra et votre... Comment je fais ça? Ah oui. Est-ce que vous me voyez? On ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. Alors, pour les 2 dernières minutes, on vous écoute. Alors, c'est un peu... j'ai pas eu de bons médiateurs technologiques, peut-être, pour moi. Mais écoutez, je pense que les communications qu'on a reçues, qu'on a entendues, posent une question fondamentale. On n'a pas eu besoin de médiateurs numériques pour le développement de l'écoute télévisuelle quand la télévision est apparue. Ce ne sont pas les médiateurs numériques, médiateurs culturels qui sont à l'origine de l'engouement pour les séries américaines, genre Netflix. Donc, il y a tout un pan, bien sûr, culturel qui échappe à l'emprise, pas l'emprise, mais à l'intervention parce qu'il y a le développement des habitudes, des intérêts
culturelles sont en fonction, bien sûr, de l'histoire, des enjeux économiques, du développement des intérêts culturels dans une population donnée. Donc, sur ça, je partage un peu l'avis de Jean-Marie. Il y a une partie du champ culturel qui échappe à la médiation culturelle, il faut le reconnaître. De plus, de plus, un autre aspect, c'est qu'il y a quand même une partie maintenant du champ culturel classique, musée, théâtre, art, etc., qui est approché par les jeunes générations, tout particulièrement, via le numérique. Les études américaines, par exemple, sur la participation culturelle, montrent bien qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 20, 30, 40% des Américains qui consomment, entre guillemets, des œuvres d'art, qui écoutent des pièces de théâtre et même des opéras, ou qui lisent via le numérique, naturellement. Et donc, comment intégrer cette participation par numérique interposée dans le champ de la participation culturelle en évitant une hiérarchie entre c'est mieux de voir la Louvre, c'est mieux de voir, je sais pas moi, la Joconde au Louvre que de la regarder sur un écran. Alors que souvent sur un écran, on la voit un peu mieux parce qu'au Louvre, il faut se battre pour y arriver près de la scène. Donc, c'est quand même une question assez importante, cette question-là à la fois d'éviter de porter un jugement trop rapide sur une sorte de hiérarchie dans les niveaux de participation, parce que, par exemple, quand on lit, on est seul devant un livre, on peut être seul devant son écran et on peut tout aussi bien chercher à comprendre, à se développer, qu'à être en extase devant une peinture de Léonard de Vinci. Il y a des attitudes comme ça. Donc, distinguer à la fois l'objet sur lequel se porte la participation culturelle et la nature de l'interaction que participant, dans laquelle un participant veut s'engager. Parce qu'on peut vouloir s'engager dans une activité culturelle de manière détendue. Je regarde la Joconde comme je navigue, ou de façon intensive, je la regarde, je vais avoir des commentaires et tout. Donc, le numérique permet ça. Alors qu'aller au théâtre, on n'a pas le choix, on est assis, qu'on écoute. Puis il faut être bien, bien gentil, pas faire de bruit et tout et tout. Dans un musée également, il y a une sorte d'écoute silencieuse. Ça, c'est une forme, bien sûr, de participation culturelle, d'implication culturelle, mais il y a d'autres formes qui sont aussi nous-mêmes, parfois, on peut même lire de façon très, très superficielle le livre, comme regarder une pièce de théâtre de façon superficielle et tout. Je me mêle un petit peu dans mes propos, mais le numérique pose la question qu'il y a des niveaux d'intensité de participation culturelle et qu'également, il faut reconnaître que la médiation culturelle, dans un certain cas, à moins d'être élitiste, est impuissante face à ça et c'est le développement historique qui fait en sorte que les choses changent. Par contre, je m'excuse, je suis un peu trop long, mais une autre chose à dire aussi, c'est que malgré ça, les musées ne se désemplissent pas. Les théâtres ne se vident pas. Parce qu'il y a aussi quand même l'évolution démographique. Bien sûr, les jeunes sont portés vers le numérique et tout, mais quand on vieillit avec l'évolution dans le cycle de vie, avec l'élévation du niveau de scolarité aussi quand même, parce que la moitié de la population québécoise sera probablement de scolarité collégiale universitaire à court terme, ça aussi, c'est un élément de développement. Le développement de la participation culturelle, on sait, bien sûr, le revenu, mais surtout la scolarité, c'est le facteur le plus fondamental, important. Donc, malgré, je dirais, l'envahissement du numérique, personnellement, je ne suis pas pessimiste sur l'intérêt culturel général qu'on portera aux œuvres d'art, au théâtre, au musée, au patrimoine et tout, et même à la lecture dans... Oui. Alors, merci beaucoup, M. Pronovo, pour les fins de la rencontre d'aujourd'hui. On va d'abord remercier nos conférenciers et remercier tous les gens qui sont aussi intervenus, tous les gens qui ont participé, tous les gens qui nous écouteront ensuite dans le confort de leur foyer ou ailleurs, grâce au numérique, donner une certaine pérennité à ce qu'on fait. Et c'est tentant de signaler que quand même par le numérique, les lieux d'interaction se multiplient avec tout le domaine de la culture. Alors,
en cela, je suis sûre qu'il y aura d'autres présentations, d'autres travaux à venir dans le laboratoire qui seront intéressants également. Donc, je replace à l'écran ce qu'on avait, donc nos 3 conférenciers d'aujourd'hui. Je vous repartage l'écran. Et voilà, on remercie vivement Sarah Bélanger-Martel du Musée ambulant, Virginie Soulier et Marianne Fressinet, Virginie de l'Université de Perpignan, Mariam du CRESEM et Jean-Marie Lafortune de l'UQAM. Alors, nous, on reste en ligne pour le plaisir de la discussion, mais on comprendrait que les uns et les autres pourraient avoir à repartir. Donc, merci infiniment, puis applaudissements pour vous, avoir lancé de vive façon des débats qui vont nous animer.